Il y a une heure particulière dans la nuit. Tu la connais. Pas forcément 2 heures du matin, mais cette heure, quelle qu'elle soit, où le bruit du jour s'est enfin tu, où les notifications se sont tues, où il n'y a plus personne à appeler, plus rien à regarder, plus aucune distraction qui tienne vraiment. Cette heure où tu es seul avec toi-même d'une façon que le jour ne permet jamais. Et où quelque chose monte, quelque chose que tu passes la plupart de ta vie à ne pas entendre. Ce quelque chose n'a pas toujours de nom. Parfois ça ressemble à de la tristesse, parfois à de l'angoisse, parfois à rien de précis, juste cette sensation que tu es là, que la vie continue autour de toi à une vitesse qui ne t'attend pas, et que malgré tout ce que tu fais pour ne pas y penser, il y a quelque chose en toi qui n'est pas rempli. Quelque chose que les relations n'ont pas rempli, que le travail n'a pas rempli, que les divertissements, les voyages, les fêtes, les conversations longues et profondes avec des gens que tu aimes n'ont pas rempli. Tu ne l'avoues presque jamais à voix haute, parce que l'époque dans laquelle tu vis a décidé que la solitude était un problème à résoudre, un défaut à corriger, un symptôme d'une vie mal organisée. Elle t'a vendu 1000 solutions. Des applications de rencontres, des groupes de développement personnel, des pratiques de méditation, des week-ends en immersion, des cercles de parole, et toutes ces solutions reposent sur la même prémisse. La solitude est mauvaise, et si tu en souffres, c'est que tu n'as pas encore trouvé comment l'éliminer. Schopenhauer dit exactement le contraire. Et il le dit depuis 1851, depuis un appartement de Francfort-sur-le-Main, où il vivait avec son caniche Atma, l'âme du monde, et une bibliothèque qui contenait toute la pensée de l'Orient et de l'Occident. Il dit que la solitude n'est pas un problème. Il dit que la solitude est la condition naturelle de quiconque pense vraiment. Il dit que ce que tu ressens à cette heure de la nuit n'est pas un signe que quelque chose ne va pas en toi. C'est peut-être le signe le plus clair que quelque chose fonctionne. Arthur Schopenhauer. Né à Danzig en 1788, mort à Francfort en 1860. Le philosophe qui a passé sa vie entière à dire ce que les autres pensaient sans oser le dire. Le philosophe qui a regardé la condition humaine avec la patience d'un entomologiste et la précision d'un chirurgien, et qui a conclu que la plupart des choses que nous faisons pour ne pas être seuls nous rendent en réalité plus seuls encore parce qu'elles nous éloignent de la seule compagnie qui ne puisse jamais vraiment nous décevoir, la nôtre. Ce soir, 9 leçons sombres sur la solitude moderne. 9 vérités que Schopenhauer a formulées dans un 19e siècle qui ressemblent moins à l'histoire qu'à un miroir tendu vers le présent. 9 façons de comprendre ce que tu ressens, non pas pour le résoudre, non pas pour l'éliminer, mais pour le regarder en face avec la dignité de quelqu'un qui comprend enfin ce qui se passe. Aucune de ces leçons n'est confortable. Aucune ne te dira que tout va bien, que tu as juste besoin d'un peu plus de yoga ou d'un meilleur cercle social. Si tu es venu chercher cette rassurance, il y a d'autres voies pour te l'offrir. Elles ne sont pas rares. Mais si tu es venu parce que tu soupçonnes que ce que tu ressens a une réalité que les discours ordinaires sur le bonheur n'arrivent pas à nommer, si tu es venu parce que quelque chose en toi cherche à être compris plutôt que consolé, alors reste. Schopenhauer t'attend. Il a tout son temps. Première leçon. La solitude moderne n'est pas un manque de connexion. C'est un excès de connexion sans profondeur. Voici le paradoxe central de la solitude à notre époque, et c'est celui que Schopenhauer aurait identifié immédiatement avec une précision dérangeante s'il avait vécu parmi nous. Jamais les êtres humains n'ont été aussi connectés les uns aux autres. Et jamais, selon toutes les études sérieuses qui tentent de mesurer ce phénomène, ils ne se sont sentis aussi profondément seuls. Ces deux faits ne sont pas contradictoires, ils sont la même chose vus des deux côtés. Schopenhauer n'avait pas de réseau social, il n'avait pas de téléphone. Il avait des lettres qui mettaient des jours à arriver et des conversations en face à face dans des salons de Francfort qu'il fréquentait avec un mélange d'ironie et de résignation. Et pourtant, ce qu'il a écrit sur la vie sociale, sur la superficialité des rapports humains, sur le coût de la fréquentation constante pour celui qui a un monde intérieur, tout cela sonne aujourd'hui avec une précision qui semble moins prophétique que simplement juste. Dans les aphorismes sur la sagesse dans la vie, publiés en 1851 dans les Parerga et Paralipomena, il écrit quelque chose qui mérite d'être entendu lentement. Toute vie commune implique une réduction. Pour être avec d'autres, tu dois niveler ce que tu es. Taire certaines pensées, modérer certaines intensités, habiter un espace commun qui est nécessairement plus petit que l'espace que tu occupes seul à l'intérieur de toi-même. Et cette réduction, dit-il, coûte davantage à certaines personnes, précisément celles qui ont le plus à réduire. Pense à ce qui se passe quand tu scrolles ton téléphone pendant 1 heure. Tu es en contact avec des centaines de personnes, des amis, des connaissances, des inconnus dont tu lis les opinions, les humeurs, les fragments de vie soigneusement sélectionnés pour paraître désirables. Et à la fin de cette heure, quelque chose en toi est moins plein qu'au début.
pas plus plein. Quelque chose a été consommé. Ton attention, ton énergie, ta capacité à rester dans le silence avec toi-même. Et rien de substantiel n'est venu en échange. C'est la chaleur des porcs épics de Schopenhauer. Tu te souviens de la parabole, sans même la chaleur. Une simulation de présence humaine qui réchauffe juste assez pour que le froid ne te force pas à chercher quelque chose de plus vrai. La solitude moderne n'est pas l'absence de contact. C'est la multiplication des contacts au détriment de la rencontre. Et Schopenhauer distinguait ces deux choses avec une netteté qui est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les salons du XIXe siècle. Le contact réchauffe, la rencontre nourrit. Et l'on peut passer des années dans un flux ininterrompu de contacts, conversations, messages, notifications, interactions digitales ou physiques, sans jamais avoir vécu une seule rencontre véritable. Sans qu'une seule personne t'ait regardé et vu ce que tu es vraiment, sans que tu en aies regardé une autre et vu ce qu'elle est vraiment. C'est pour cela que le dimanche soir, après un week-end plein de monde et d'activités, il y a parfois cette tristesse particulière que tu reconnais. Tu as été entouré, tu as ri, tu as conversé. Et tu es plus vite qu'avant, non parce que les gens étaient mauvais ou les moments sans valeur, mais parce que l'âme cherchait autre chose que ce qui a été offert, et que ce que l'époque appelle connexion ne suffit pas à ce que l'âme appelle présence. La première leçon est celle-ci. Ta solitude n'est pas le signe que tu es mal connecté. C'est peut-être le signe que tu es trop connecté, à des surfaces, à des images, à des échanges dont la vitesse même interdit toute profondeur. Et la guérison, si ce mot a un sens ici, ne passe pas par plus de connexion. Elle passe par moins et par mieux. Deuxième leçon. Être seul et être solitaire sont deux choses entièrement différentes, et confondre les deux est la source d'une souffrance inutile. Il y a une distinction que Schopenhauer fait avec une précision qui libère quelque chose et qui est peut-être la plus importante de toutes celles que nous allons traverser ce soir. La distinction entre être seul, l'état physique d'être sans la présence d'autres, et être solitaire, l'état intérieur de souffrir de l'absence des autres. Ces deux choses peuvent coexister, mais elles ne sont pas la même chose. Et surtout, la première peut exister sans la seconde. La culture contemporaine a effectué une confusion totale entre ces deux états. Elle traite toute solitude physique comme si elle était nécessairement de la solitude intérieure douloureuse. Être seul un vendredi soir, ne pas avoir de plan le week-end, manger seul à une table de restaurant, voyager sans compagnon, tout cela est présenté comme un échec social, une forme légère d'inadaptation, quelque chose qu'on devrait corriger si on pouvait. Et cette confusion produit quelque chose de pervers. Des gens qui se précipitent dans une compagnie dont ils n'ont pas envie, avec des personnes qui ne les nourrissent pas, simplement pour éviter l'image d'être seuls. Des gens qui souffrent davantage dans cette compagnie contrainte que dans la solitude qu'ils auraient vécue s'ils étaient restés chez eux. Schopenhauer écrit dans ses aphorismes une phrase qui est peut-être l'une des plus directement utiles de toute la philosophie pratique. Un homme ne peut être pleinement lui-même que lorsqu'il est seul. Pas parce que les autres sont mauvais, pas parce que la compagnie est une erreur, mais parce que dès qu'une autre présence entre dans l'espace, quelque chose en toi se met en représentation. Tu t'ajustes, tu te surveilles, tu calibres ce que tu dis et comment tu le dis en fonction de la réception que tu anticipes. Même dans les meilleures relations, même avec les personnes avec lesquelles tu es le plus à l'aise, il y a une part de toi qui surveille. Et c'est seulement dans la solitude que cette surveillance cesse entièrement, que tu peux enfin être sans performer. La qualité de l'expérience que quelqu'un a dans la solitude est exactement proportionnelle à la richesse de ce qu'il porte en lui-même. L'homme qui a peu de monde intérieur trouvera la solitude insupportable. Elle ne lui offre que lui-même, et lui-même n'a pas grand-chose à lui donner. L'homme qui a beaucoup en lui, curiosité, pensée, capacité d'être touché par la beauté, ne trouvera jamais la solitude ennuyeuse. Elle sera l'espace où il est le plus vivant. Et voilà la leçon pratique qui découle de cela. La guérison de la solitude intérieure ne passe pas par l'augmentation de la compagnie extérieure, elle passe par l'enrichissement de la vie intérieure. Non pas par plus de contacts, mais par plus de qualité dans ce que tu portes en toi-même. Des lectures qui t'ouvrent, des pensées que tu cultives, une sensibilité que tu ne laisses pas s'émousser sous l'avalanche de stimulations superficielles. Parce que celui qui est riche à l'intérieur n'est jamais vraiment seul, même physiquement isolé. Et celui qui est pauvre à l'intérieur est toujours seul, même au milieu de la foule. La deuxième leçon, cesse de traiter ta solitude physique comme un problème à résoudre en cherchant de la compagnie. Demande-toi plutôt si ce que tu appelles solitude est vraiment une souffrance, ou si c'est simplement une peur que l'époque t'a appris à avoir. Et si c'est une vraie souffrance, demande-toi ce qu'elle te dit sur la richesse ou la pauvreté de ce que tu portes en toi-même. Troisième leçon.
La peur de la solitude rend esclave. Et celui qui craint d'être seul n'est jamais vraiment libre dans ses relations. Voici quelque chose que Schopenhauer observe avec une lucidité clinique, et qui est peut-être la vérité la plus pratiquement libératrice de toute cette conversation. Il dit que la dépendance à la présence des autres, le fait de ne pas pouvoir supporter l'absence de compagnie, est la source de presque toutes les mauvaises relations humaines. Non pas la mauvaise volonté, non pas le mauvais caractère, non pas l'incompatibilité, mais simplement le fait qu'on accepte des relations mauvaises parce qu'on a peur de ne pas en avoir du tout. Pense à cela dans ta propre expérience. Combien de relations as-tu maintenues plus longtemps qu'elles ne le méritaient parce que la perspective de leur absence te faisait plus peur que la certitude de leur médiocrité? Combien de fois as-tu ajusté ce que tu étais? Tu taisais des parties de toi-même, accepté des compromis qui te blessaient, simplement pour ne pas risquer de perdre la chaleur d'une présence qui, si tu t'arrêtais pour la regarder vraiment, ne te donnait déjà presque rien. Schopenhauer dit que celui qui craint la solitude ne peut pas choisir ses relations librement. Parce que choisir librement exige qu'on puisse refuser. Et refuser exige qu'on puisse supporter ce qui vient après le refus, la solitude, au moins temporaire. L'homme ou la femme qui ne peut pas supporter l'idée d'être seul est condamné à accepter ce qu'on lui offre. Il est l'otage de n'importe quelle compagnie. Et cette condition d'otage, même quand elle est intériorisée au point de ne plus être vécue comme telle, est une servitude aussi réelle que n'importe quelle autre. Il y a dans les Parergas un passage dans lequel il décrit ce qu'il appelle la chaleur intérieure propre, la capacité d'un être à se réchauffer de l'intérieur sans avoir besoin de la chaleur des autres. Et il dit que plus quelqu'un a de cette chaleur intérieure propre, plus il peut choisir ses rapprochements librement, parce qu'il n'est pas forcé par le froid de s'approcher de n'importe qui. Celui qui dépend totalement de la chaleur des autres est obligé de s'approcher même de ceux dont les piquants le blessent, parce que leur chaleur vaut quand même mieux que le froid de la solitude complète. Mais celui qui se réchauffe de lui-même peut attendre, peut choisir, peut dire non et continuer à exister sans s'effondrer. C'est un paradoxe qui mérite d'être formulé clairement. Apprendre à être seul est la condition de ne jamais être à la merci de n'importe qui. La solitude apprivoisée, habitée, transformée en espace de ressourcement plutôt qu'en punition, cette solitude est ce qui te rend libre dans toutes tes relations. Parce que tu peux y revenir, parce qu'elle n'est pas une menace, mais un refuge. Et parce que cette liberté, la liberté de pouvoir partir, de pouvoir refuser, de pouvoir choisir, change tout à la façon dont tu habites les relations que tu maintiens. La troisième leçon, si tu veux des relations plus saines, commence non pas par chercher de meilleures personnes, mais par apprendre à être bien seul. Parce que la qualité de ce que tu chercheras chez les autres sera exactement proportionnelle à la qualité de ce que tu peux trouver en toi-même. Et parce que seul celui qui n'a pas peur de la solitude peut vraiment choisir la compagnie. Quatrième leçon. Le bruit du monde moderne est une fuite organisée de soi-même, et les plus agités sont ceux qui ont le plus à fuir. Il y a une observation que Schopenhauer fait dans les aphorismes sur la sagesse dans la vie et qui, lue aujourd'hui, ressemble moins à une analyse du XIXe siècle qu'à une description parfaite du XXIe. Les hommes ordinaires ne peuvent pas supporter d'être seuls avec eux-mêmes. Dès que le silence s'installe, ils cherchent à le remplir. Et la forme que prend ce remplissage, la conversation, le spectacle, le jeu, n'importe quelle activité qui occupe l'attention sans la nourrir vraiment, dit quelque chose sur ce qu'ils ne veulent pas entendre dans le silence. Dans le monde où tu vis, ce phénomène a atteint une échelle et une sophistication que Schopenhauer n'aurait pas pu imaginer dans ses détails, mais qu'il avait parfaitement comprises dans son principe. Les écrans sont des machines à ne pas se retrouver seul avec soi-même. Non pas parce que quelqu'un l'a décidé ainsi, bien que les industries de l'attention aient tout intérêt à ce que tu ne t'ennuies jamais, mais parce que l'ennui, le silence, la vacuité temporaire de l'attention sont devenus des états que la majorité des gens ne tolèrent plus. La moindre file d'attente, le moindre trajet en transport, le moindre repas sans compagnie, tout cela est immédiatement comblé par une présence numérique qui simule la connexion tout en garantissant qu'aucune profondeur n'aura le temps de s'installer. Et voilà ce que Schopenhauer verrait avec son œil de naturaliste dans tout cela. La quantité d'agitation d'un être humain est inversement proportionnelle à la quantité de ce qu'il a à trouver en lui-même. Ceux qui remplissent le plus frénétiquement chaque silence ont les espaces intérieurs les plus vides, ou les plus menaçants. Parce que le silence ne produit pas le vide, il révèle le vide qui était déjà là. Et certains de ces vides contiennent des questions auxquelles les gens préfèrent n'avoir jamais à répondre. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ce que je fais a de la valeur? Est-ce que les gens avec qui je passe ma vie me voient vraiment? Et moi, est-ce que je les vois vraiment? La distraction permanente n'élimine pas ces questions, elle les repousse.
Et plus elles les repoussent, plus elles grossissent dans l'ombre. Schopenhauer dit quelque chose de redoutable là-dessus. L'ennui est l'expérience de la volonté qui se retourne sur elle-même. Quand il n'y a rien à désirer, rien à poursuivre, rien à craindre, quand le pendule entre la douleur et l'ennui est momentanément au repos, ce qui monte est l'être lui-même, nu, sans costume, sans rôle, sans justification. Et peu de gens sont prêts à regarder cet être-là en face. Parce que cet être-là a des questions. Et certaines de ces questions n'ont pas de réponse confortable. Celui qui accepte de traverser l'ennui, de s'asseoir dans le silence sans chercher à le remplir, commence à se connaître d'une façon que l'agitation permanente rend impossible. Et cette connaissance de soi est la seule base solide sur laquelle quelque chose de durable peut être construit. La quatrième leçon. La prochaine fois que tu résistes à l'envie de remplir un silence, reste dedans quelques minutes de plus. Ce qui remonte est ce que tu es vraiment. Et le connaître, même inconfortablement, est préférable à ne jamais le rencontrer. Cinquième leçon. La réputation que tu soignes dans les yeux des autres te vole exactement l'énergie dont tu aurais besoin pour être toi-même. Schopenhauer consacre dans les aphorismes un chapitre entier à ce qu'il appelle ce que l'on représente, l'image que les autres ont de toi, ta réputation, ton rang dans l'opinion publique. Et ce qu'il dit de cette image est l'une des vérités les plus pratiquement libératrices de toute son œuvre et aussi l'une des plus difficiles à mettre en pratique dans un monde qui a fait de la visibilité une valeur absolue. Il dit que ce que les autres pensent de toi se passe entièrement dans leur tête, dans une conscience à laquelle tu n'as aucun accès direct et sur laquelle tu n'as aucun contrôle réel. L'opinion d'autrui est une représentation dans l'esprit d'un autre. Elle ne touche pas ce que tu es réellement, elle n'a pas d'effet direct sur la qualité de tes journées, sur la valeur de ce que tu penses, sur la réalité de tes expériences. Et pourtant, observe-t-il avec une ironie précise, la plupart des êtres humains consacrent une proportion démesurée de leur énergie vitale à soigner cette image, à contrôler ce qu'ils donnent à voir, à gérer les impressions, à maintenir une cohérence entre l'image projetée et l'image souhaitée, au détriment de tout le reste. Dans le monde numérique, cette tendance que Schopenhauer avait observée dans les salons du XIXe siècle a atteint une intensité que rien dans l'histoire humaine n'avait produit. Publier sa vie en fragments soigneusement sélectionnés, sur des plateformes conçues pour maximiser l'approbation externe, est devenu une activité quotidienne pour des centaines de millions de personnes. Et ce faisant, quelque chose se passe. L'énergie qui pourrait aller vers la construction de ce que l'on est, va vers la construction de ce que l'on paraît être. Plus cette énergie va vers l'image, moins il en reste pour la substance. Il y a une conséquence de cela sur la solitude qui est particulièrement insidieuse. Quand tu passes beaucoup de temps à soigner ton image dans les yeux des autres, tu développes une forme de relation à toi-même qui est elle-même extérieure. Tu commences à te voir comme les autres te voient, ou comme tu veux qu'ils te voient, plutôt que comme tu es vraiment. Et dans la solitude, quand il n'y a plus de regard externe pour te définir, il peut arriver que tu ne saches plus très bien qui tu es, que l'image s'efface et que derrière elle, il n'y ait pas grand-chose que tu reconnaisses. C'est une forme particulièrement moderne de solitude. Non pas la solitude de quelqu'un qui manque de présence, mais la solitude de quelqu'un qui s'est perdu lui-même dans le processus de construire son image pour les autres. La guérison que Schopenhauer propose est radicale dans sa simplicité. Déplace ton centre de gravité de ce que tu représentes vers ce que tu es. Non pas en supprimant toute attention à l'image, une certaine réputation a son utilité pratique, il le reconnaît, mais en cessant d'en faire le fondement de ta valeur. Ce que tu es réellement, la qualité de ta pensée, la profondeur de ta sensibilité, l'honnêteté de ta façon de te rapporter à toi-même et aux autres, voilà ce qui constitue ta vie réelle. Ce que les autres pensent de toi est une ombre fluctuante. Construire sa vie sur l'ombre en négligeant la substance est le plus mauvais des investissements. La cinquième leçon, chaque heure que tu passes à soigner ton image dans les yeux des autres est une heure que tu ne passes pas à devenir ce que tu pourrais être. Et celui qui construit de la substance, une vraie pensée, une vraie sensibilité, une vraie façon d'habiter sa propre vie, n'a besoin que d'une image très modeste, parce qu'il a quelque chose de plus important que l'image, la réalité. Sixième leçon. La solitude de la pensée profonde est une solitude différente de la solitude ordinaire, et c'est celle que la plupart des gens de ce monde ne comprendront pas. Il y a dans la pensée de Schopenhauer une observation qui est à la fois une vérité et une consolation pour ceux qui se sont toujours sentis légèrement décalés de leur époque, de leur environnement, des conversations ordinaires qui remplissent la plupart des espaces sociaux. Cette observation est celle-ci. Plus un être humain a de profondeur intérieure, plus la compagnie ordinaire lui coûte, et plus il sera seul dans le sens où les autres ne pourront pas le suivre là où sa pensée le mène. Schopenhauer n'en fait pas un éloge de l'élitisme,
Il fait une observation anthropologique. Il dit que toute vie commune fonctionne par le plus petit dénominateur commun. Pour partager un espace avec d'autres, il faut habiter un terrain que tous peuvent atteindre. Et ce terrain est nécessairement plus bas que ce que les esprits les plus capables pourraient atteindre seuls. Ce n'est pas un jugement moral sur ceux qui habitent ce terrain ordinaire, c'est simplement une description de la mécanique sociale. La profondeur est solitaire par nature, parce que la profondeur ne peut pas se partager entièrement avec ceux qui ne l'ont pas atteinte. Pense à la solitude de l'artiste qui travaille sur quelque chose que personne n'a encore vu. Pense à la solitude de quelqu'un qui a traversé une expérience, une perte, une transformation radicale, et qui réalise que personne autour de lui n'a les mots pour vraiment comprendre ce qu'il porte. Ces solitudes-là ne sont pas des échecs de la communication. Elles sont les limites naturelles de ce que le langage et la communauté peuvent faire face à l'intériorité la plus profonde. Schopenhauer dit quelque chose de beau sur ce point dans les Parerga. Il dit que la vraie rencontre, cette rencontre rare où deux personnes se voient vraiment, se comprennent vraiment, habitent un instant le même espace intérieur sans le réduire, est si précieuse précisément parce qu'elle est si rare, et que reconnaître sa rareté est une façon de la respecter. Celui qui croit que la vraie rencontre est accessible à chaque coin de rue, dans chaque relation, à chaque conversation, se condamne à une déception permanente. Et celui qui a compris sa rareté peut l'attendre sans impatience, la reconnaître quand elle arrive et lui donner la valeur qu'elle mérite. Ce qui est important à comprendre dans cette leçon, c'est que la solitude de la profondeur n'est pas une punition. Elle n'est pas non plus quelque chose qu'il faudrait chercher à éliminer en se forçant à être plus accessible, plus léger, plus facile à comprendre pour tous. Elle est le prix naturel d'une certaine façon d'habiter son existence. Et ce prix, une fois accepté, se transforme en quelque chose d'autre, en espace, en liberté, en la possibilité d'être là où les autres ne peuvent pas te suivre et d'y trouver quelque chose qu'ils ne t'atteindront pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement la géographie de la vie intérieure. La 6e leçon, si tu te sens fondamentalement seul dans ta façon de voir les choses, dans l'intensité de ce que tu ressens, dans les questions que tu te poses, si tu as l'impression que les conversations ordinaires te laissent toujours un peu en dehors de quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, c'est peut-être que tu habites une profondeur qui n'a pas encore trouvé son interlocuteur. Et cela ne signifie pas que cet interlocuteur n'existe pas. Cela signifie qu'il est rare, et que l'attendre est plus sage que de te réduire pour trouver une fausse rencontre avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là où tu es. 7e leçon. Le monde te ment sur ce qu'est la normalité, et se conformer à ce mensonge est l'une des sources les plus profondes de la solitude intérieure. Il y a quelque chose que Schopenhauer nomme, dans ses observations sur la vie sociale, et qui est particulièrement aigu dans le monde contemporain. Il nomme la tyrannie de l'opinion commune, cette force collective qui décide de ce qui est normal, désirable, admirable, et qui exerce une pression sur chaque individu pour qu'il s'y conforme sous peine d'être marginalisé, jugé, exclu. Et il dit que cette pression est l'une des sources les plus constantes de la souffrance humaine, non pas parce qu'elle est malveillante dans son intention, mais parce qu'elle est indifférente à ce que chaque individu est vraiment. Dans le monde numérique, cette tyrannie a pris une forme nouvelle et plus insidieuse que tout ce que Schopenhauer aurait pu observer. La normalité est désormais définie et diffusée en temps réel, à une échelle planétaire, avec des mécanismes de récompense, like, partage, commentaires positifs, qui renforcent la conformité et des mécanismes de punition, l'invisibilité, l'exclusion, la critique collective, qui sanctionnent le décalage. Et le résultat est une forme de pression sociale, d'une intensité et d'une omniprésence sans précédent dans l'histoire humaine. Ce que cela produit, du point de vue de la solitude, est quelque chose de très précis. La personne qui se conforme, qui ajuste ce qu'elle montre, ce qu'elle dit, ce qu'elle croit être acceptable, crée une distance entre ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle présente au monde. Et plus cette distance est grande, plus la solitude intérieure est profonde. Non pas parce qu'elle est seule physiquement, elle peut être très entourée, mais parce que personne ne la rencontre vraiment. Personne ne rencontre la personne réelle, cachée derrière la façade conforme. Et elle ne peut pas se permettre de la montrer, parce que montrer la personne réelle est risqué d'être jugé, incompris, rejeté. Schopenhauer aurait vu dans cette dynamique l'illustration parfaite de sa thèse sur le coût de la vie commune. Non seulement tu dois te réduire pour entrer dans les espaces sociaux ordinaires, mais tu dois te réduire selon des normes que tu n'as pas choisies, qui ne te correspondent pas, qui sont le résultat d'une agglomération d'habitudes et de préjugés collectifs entièrement indépendants de ce que tu es réellement. Et cette réduction-là est encore plus coûteuse que la réduction ordinaire, parce qu'elle n'est pas le fruit d'un choix conscient, elle est une contrainte. La libération que Schopenhauer propose passe par une chose qui est simple à formuler et difficile à accomplir.
Décider que ton jugement sur ta propre vie compte davantage que le jugement des autres sur elle. Non pas d'une façon qui te rend indifférent au bien des autres, ni d'une façon qui te coupe de tout souci de la communauté humaine, mais d'une façon qui te rend libre d'être ce que tu es, avec tes contradictions, tes étrangetés, tes façons d'être qui n'entrent pas dans les cases, sans avoir à subir le verdict permanent d'une opinion publique qui ne te connaît pas et qui fondamentalement se fiche de ce que tu es vraiment. La 7e leçon. Chaque fois que tu te conformes à une norme que tu n'as pas choisie, tu crées un peu plus de distance entre toi et toi-même. Et cette distance, accumulée sur des années, sur des décennies de petits compromis après petits compromis, est peut-être la source la plus profonde et la moins reconnue de ta solitude. Décider de te voir tel que tu es, pas tel que le monde voudrait que tu sois, est le premier acte d'une vie moins solitaire. 8e leçon. Aimer la solitude est une forme de liberté que l'époque traite comme un symptôme. Et c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Voilà la leçon qui est sans doute la plus contre-culturelle de toutes, et celle que Schopenhauer lui-même incarnait dans sa vie quotidienne avec une cohérence qui forçait l'admiration même de ceux qui ne partageaient pas ses vues. Cette leçon est celle-ci. La capacité d'aimer la solitude, pas de la tolérer, pas de la survivre, mais de l'aimer vraiment, de la chercher, de la trouver précieuse et nourrissante, est l'une des formes les plus rares et les plus hautes de liberté humaine. Schopenhauer vivait cette leçon. Il mangeait souvent seul. Il se promenait seul dans les rues de Francfort avec Atma. Il refusait beaucoup d'invitations sociales qui l'auraient contraint à une vie commune superficielle. Et il ne le vivait pas comme une privation. Il le vivait comme un choix délibéré, comme la forme de vie la plus cohérente avec ce qu'il était et avec ce qu'il voulait faire de son temps. Dans les aphorismes, il écrit avec une franchise tranquille que la sociabilité constante est l'une des forces les plus corruptrices qui soit pour celui qui a quelque chose en lui à protéger et à développer. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que la fréquentation constante force au nivellement, et que le nivellement est une forme de mort lente pour ce qu'il y a de meilleur en chaque être. Notre époque traite cela comme un symptôme. Quelqu'un qui préfère sa propre compagnie à celle des autres, qui choisit délibérément de passer du temps seul plutôt que d'accepter toutes les occasions de socialiser, qui trouve dans le silence et l'isolement une nourriture que les conversations ordinaires ne lui donnent pas, cette personne est regardée avec une curiosité bienveillante dans le meilleur des cas et avec une inquiétude légère dans le pire. On lui demande si tout va bien, on lui suggère de sortir plus, on lui explique les bienfaits de la connexion sociale. Et cette pression constante, cette injonction à la sociabilité permanente, est elle-même une source de solitude intérieure pour ceux dont la nature est de trouver dans la solitude plus qu'ils ne trouvent dans la foule. La solitude aimée est le seul espace où tu n'as pas à être autre chose que ce que tu es. Le seul espace où la représentation s'arrête, où tu n'as pas à calibrer tes mots pour un interlocuteur, pas à répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. C'est l'espace de la pensée libre, celle qui n'a pas encore été modifiée par l'anticipation de la réception. Et c'est dans cet espace que se construit la vraie connaissance de soi. La 8e leçon, si tu aimes la solitude, si tu t'y sens plus toi-même que dans la plupart des espaces sociaux que tu habitues, ne laisse pas l'époque te convaincre que c'est un problème. C'est peut-être ta façon naturelle d'être, la forme de vie qui correspond à ce que tu es vraiment. Et apprendre à la défendre, à te donner l'autorisation de la vivre sans culpabilité, sans excuse, sans avoir à la justifier à ceux qui ne la comprennent pas, est peut-être l'acte de liberté le plus important que tu puisses poser. 9e leçon. Au bout de la solitude vraiment habitée, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à la solitude. Il ressemble à la plénitude. Voilà la dernière leçon. Et elle est parmi toutes la plus paradoxale, et peut-être la plus vraie. Schopenhauer, que l'on imagine souvent comme un homme sombre, amer, enfermé dans une philosophie du désespoir, était en réalité quelque chose d'entièrement différent dans sa vie quotidienne pour ceux qui le connaissaient bien. Il avait de l'humour, il avait de la curiosité, il avait une façon de jouir des choses simples, d'un bon repas, d'une belle musique, d'un paysage, d'une conversation qui prenait une direction imprévue, qui n'était pas la jouissance d'un homme qui s'accroche au plaisir pour ne pas voir le vide, mais la jouissance d'un homme qui avait appris à être là où il était, pleinement, sans avoir besoin que ce soit plus que ce que c'était. Il avait trouvé quelque chose dans la solitude habitée que peu de gens trouvent, parce que peu de gens restent assez longtemps dans la solitude pour en traverser les différentes strates. La première strate est l'inconfort, le malaise des premières minutes ou des premières heures, quand le silence révèle tout ce qu'on fuyait. La deuxième strate est l'ennui, cette sensation que rien ne se passe, que le temps s'éternise, que l'existence est vide. Et la troisième strate, celle que la plupart des gens n'atteignent jamais parce qu'ils ont fui avant, est quelque chose qui ressemble à de la présence.
à être là, maintenant, sans demander à ce moment d'être autre chose que ce qu'il est. Schopenhauer appelle cela dans ses textes de différentes façons selon les contextes. Parfois la contemplation, parfois le repos de la volonté, parfois simplement l'état de celui qui n'a rien à désirer dans l'instant et qui découvre que cet état, au lieu d'être vide comme il le craignait, est plein d'une façon différente de tout ce qu'il avait connu. Plein d'une présence à lui-même et au monde qui n'a pas besoin d'être augmentée par une stimulation extérieure. Plein d'une paix qui n'est pas l'absence d'intensité, mais une intensité d'un autre ordre, l'intensité de l'être simplement là. Ce que cela signifie concrètement pour la solitude moderne est ceci. La solitude n'est pas un état que tu dois subir, ou fuir, ou gérer. C'est un espace que tu peux apprendre à habiter, et que si tu l'habites avec patience et honnêteté, tu trouveras transformé. Non pas en quelque chose de joyeux au sens superficiel du terme, mais en quelque chose de viable. En quelque chose qui devient, avec le temps, le fondement à partir duquel tout le reste, tes relations, ton travail, tes engagements dans le monde, devient plus solide et plus réel. Celui qui est bien avec lui-même n'a jamais vraiment besoin d'être sauvé par les autres. Il peut recevoir leur présence comme un cadeau, non comme une nécessité. Il peut les laisser partir sans s'effondrer. Il peut les aimer sans les dévorer. Et c'est cette liberté, habiter son propre espace intérieur sans y souffrir, qui est le fondement de la vie la plus pleine qui soit. La 9e et dernière leçon, la solitude que tu crains n'est pas ton ennemi. Elle est peut-être la chose la plus proche de toi qui attende d'être vraiment visitée. Et si tu acceptes de la visiter, si tu restes dedans assez longtemps pour traverser l'inconfort et l'ennui et pour atteindre ce qui est de l'autre côté, tu trouveras quelque chose que aucune connexion extérieure ne peut te donner. Quelque chose qui était là tout le temps. Quelque chose qui s'appelle toi. 9 leçons, 9 vérités sur la solitude moderne que Schopenhauer a formulées dans un 19e siècle qui ressemble parfois à un miroir tendu vers le présent avec une acuité qui dérange. Et je voudrais, avant de te laisser, faire quelque chose que j'aime faire à la fin de ces conversations, te donner une image. L'image de Schopenhauer dans son appartement de la Schöneaussicht à Francfort. 17, le numéro de la rue. Il est en fin d'après-midi. Atma est couché au pied de son fauteuil. La bibliothèque s'étend sur les murs. Kant, Goethe, les Upanishads, Voltaire, des dizaines d'autres. Il a fini d'écrire pour la journée. Il pourrait appeler quelqu'un. Il pourrait sortir. Il pourrait chercher de la compagnie. Il ne le fait pas. Il s'assoit dans le silence de sa vie qu'il a construite exactement comme il le voulait, pas comme le monde lui demandait de la construire. Et quelque chose dans ce silence est plein d'une façon que beaucoup de vies très occupées ne connaîtront jamais. Ce n'est pas le bonheur au sens que l'industrie du bien-être lui donne. C'est quelque chose de plus honnête et de plus durable. C'est la présence à soi-même d'un homme qui a décidé, une fois pour toutes, de ne pas fuir ce qu'il était. Qui a regardé le vide de la condition humaine, le pendule entre la douleur et l'ennui, la solitude fondamentale de chaque conscience, l'impossibilité du bonheur complet et permanent, et qui a décidé que regarder en face était préférable à détourner les yeux. Ces 9 leçons ne sont pas des consolations. Elles te disent quelque chose de plus difficile et de plus précieux. Que ce que tu ressens a une réalité, et que cette réalité mérite d'être regardée honnêtement plutôt que gérée superficiellement. Que dans ce regard honnête, il y a une possibilité de vivre d'une façon moins épuisante, moins divisée, moins consacrée à maintenir une façade pour les autres. Une façon de vivre où tu es vraiment là où tu es, avec toi-même. Et de temps en temps, dans les rares moments bénis, avec quelqu'un d'autre aussi. Avant de fermer les yeux ce soir, avant de reprendre le cours du bruit qui remplit tes journées, je te demande de faire une chose, une seule. Trouve 10 minutes. Pas ce soir si tu es épuisé, demain matin peut-être, avant que le jour commence vraiment. 10 minutes sans écran, sans musique, sans podcast, sans rien à consommer. Juste toi, dans le silence. Et ne fais rien pendant ces 10 minutes. Ne médite pas selon une technique. Ne visualise pas quelque chose de positif. Ne pratique pas la pleine conscience selon un protocole. Sois simplement là, dans le silence, et laisse venir ce qui vient. Ce qui vient sera peut-être inconfortable. Ce sera peut-être une pensée que tu évites depuis longtemps. Une émotion que tu n'as pas eu le temps de ressentir. Une question à laquelle tu n'as pas encore de réponse. Laisse-la venir. Ne la fuis pas. Et après ces 10 minutes, pose-toi cette question que Schopenhauer pose à travers toute son œuvre, dans ses propres mots ou dans les tiens. Est-ce que la vie que je mène en ce moment est la vie que je veux vraiment vivre, ou est-ce que je la vis comme ça parce que c'est ce que le monde autour de moi m'a semblé demander? Il n'y a pas de bonne réponse, il y a seulement ta réponse. Et ta réponse honnête, celle que ces 10 minutes de silence t'auront peut-être permis de toucher,
est la seule chose qui compte vraiment. Descends dans les commentaires et dis-moi quelle leçon t'a le plus touché ce soir. Pas la plus belle, la plus vraie. Celle dans laquelle tu t'es reconnu sans l'avoir cherché. Celle qui a nommé quelque chose que tu portais sans avoir les mots pour le dire. Ceux qui liront ton commentaire comprendront sans explication. Parce qu'ils portent la même chose. Et si cette voix t'accompagne, si ces conversations te donnent quelque chose que les autres voix ne te donnent pas, abonne-toi à cette chaîne. Pas par habitude, par choix délibéré. Parce qu'ici nous faisons quelque chose de précis. Nous regardons ensemble ce que le monde préfère ne pas regarder. Nous nommons ce que le monde préfère laisser innommé. Et nous le faisons dans la conviction que nommer honnêtement ce qui est, même quand c'est difficile, même quand c'est sombre, est infiniment préférable à vivre dans le bruit d'une illusion confortable. La prochaine fois, nous descendrons dans l'œuvre de Sioran, un homme qui a lu Schopenhauer à 20 ans et qui a dit que la lecture de ses pages avait été l'événement intellectuel le plus important de sa vie. Un homme qui a fait de la solitude et du vide existentiel la matière même de son écriture, et qui, en les habitant jusqu'à leur fond, a produit certaines des pages les plus étranges et les plus vivantes de toute la littérature du XXe siècle. D'ici là, porte ces 9 leçons avec toi, pas comme un fardeau, comme une lanterne qu'on tient dans un espace qu'on n'a jamais osé visiter, et qui révèle, quand on accepte de la lever, que cet espace est moins vide qu'on ne le craignait, qu'il est en fait l'espace le plus habitable qui soit, parce que c'est le seul qui soit entièrement à toi. Bonne nuit.